Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Et des habitants fuient les affrontements entre des factions des Wazalendo dans les secteurs des Babouyou en territoire des Kabambare. Plusieurs villages se sont vidés après des combats opposants les groupes des Boaruna et Mundos, tous des alliés au FARDC. La C64 maintient sa mobilisation contre le projet de révision constitutionnelle après les consultations de Bujumbura avec le président burundais Evariste Ndayishimiye. Prince Epenge appelle à la convocation d'un dialogue à Kinshasa sous l'égide du président burundais et affirme que les manifestations vont se poursuivre tant que Félix Antoine Tshisekedi ne renoncera pas à cette initiative. Ouvrons l'actualité du jour par Fizi. Des centaines des habitants de plus de 5 villages se sont vidés dans les secteurs des Babouyou, dans les territoires des Kabambare, voisins du territoire de Fizi, suite au combat entre des factions de Wazalendo, ces milices alliées à l'armée congolaise. Ces affrontements opposent les Wazalendo du colonel autoproclamé Boaburuna et Mundos, suivant ces témoignages d'un responsable local. La situation sécuritaire dès ce vendredi 10 juillet 2026 dans les territoires de Fizi reste relativement calme dans sa partie orientale, dans le haut plateau de Minembwe. Cependant, dans sa partie sud-est, les affrontements opposant les deux factions VDP Wazalendo, Brown et Mundos, ça fait déjà 5 jours. À Mabache, aux côtés du village Mississi, et à Kako, dans le groupement des Baboum, des Kassikasilo, dans le groupement des Kassikasilo, font plusieurs déplacés internes. Ces derniers sont accueillis à Mississi, à Lulimba, à Butale, dans le secteur d'Enganja, groupement de Baskasilo. J'appelle et interpelle à ces deux frères VDP Wazalendo de privilégier la paix pour le bien de tous. Ils doivent comprendre que l'État congolais et la coordination nationale RAD ont besoin de tous ces éléments pour aller au front et défendre la patrie. La population de Fizi a trop souffert. Elle ne vous demande que la paix. Aux autorités étatiques, aux partenaires humanitaires, d'apporter toute leur assistance à tous ces déplacés internes démunis de tout. Après la déclaration de la coalition article 64 sur le maintien de sa mobilisation contre le projet du changement constitutionnel, Prince Epenge est revenu sur les consultations tenues récemment à Bujumbura entre la plateforme de l'opposition et le président burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine. Il affirme que la C64 ne mettra pas fin à ces manifestations tant que le président Félix Tshisekedi n'aura pas renoncé à cette initiative. Concernant un éventuel dialogue politique, il appelle le président burundais à venir lui-même convoquer ses assises à Kinshasa, estimant que la confiance envers les engagements du chef de l'État congolais reste insuffisante. Selon Prince Epenge, les échanges de Bujumbura ont également révélé que le Burundi ne souhaite pas porter seul la responsabilité d'un accompagnement de la crise congolaise. La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord on a été répondre à son invitation et il nous a dit à subsistance que votre pays est menacé, votre pays est en passe d'être balkanisé, le Burundi aide le Congo, mais le Burundi n'est plus en mesure de continuer à porter le poids du Congo. Le Congo est trop grand pour que le Burundi puisse lui servir des points d'appui principaux. Et par conséquent, il nous a invités à parler avec les camps de Félix Tshisekedi pour trouver une solution, pour dialoguer. Nos délégués lui ont dit que nous, de l'opposition, on a toujours été disposés à parler. Malheureusement, celui qui bloque, c'est Félix. Mais si vous tenez, vous comme président de l'Union africaine, en exercice, et président du Burundi, vous tenez à ce que l'on parle, nous ne refusons pas. Nous voulons la paix, pas la guerre. Mais nous posons une seule condition, que M. Tshisekedi renonce à son idée diabolique de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir et provoquer la balkanisation en passant. Si Tshisekedi renonce publiquement à un troisième mandat,
a tripatouillé la Constitution pour se maintenir au pouvoir, nous sommes disposés à échanger avec lui. Mais Ndayishimiye nous a répondu qu'il allait contacter Félix Tshisekedi pour nous mettre autour de la table. Nous lui avions dit, nous sommes d'accord à parler, mais vous faites votre travail. Nous, on fait le nôtre. Le nôtre, c'est d'être dans la rue. Voilà pourquoi nous réaffirmons notre engagement à descendre dans les rues du Congo le 22 juillet prochain. À Kinshasa et dans toutes les provinces, le 22 juillet, Congolaises et Congolais, nous serons dans la rue pour dire non au changement de la Constitution, non au troisième mandat, non à la balkanisation que Félix veut précipiter par le changement de la Constitution. Et donc, les Congolais doivent rester mobilisés. Nous ne céderons pas, nous ne reculerons pas. Tant que M. Tshisekedi n'aura pas pris la décision de renoncer et à la loi Ngondankoy, de renoncer au changement de Constitution, nous non plus, nous ne reculerons pas. Et ici, nous le disons, au président de la République du Congo que je suis, porte-parole de la MOUCA et cofondateur de la C64, tous les leaders qui s'adhèrent à reculer dans cette logique-là, nous allons les désavouer. On fait la ronde de province. La riposte contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo connaît une nouvelle évolution avec l'entrée de la province de la Tchopo et du Haut-Ouélé parmi les provinces touchées par l'épidémie, tandis que les sites Kivu devraient être retirés de la liste après 42 jours sans nouveaux cas positifs. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba, l'a annoncé à Bunia à l'issue d'une réunion avec les acteurs impliqués dans la riposte. Les autorités annoncent également des mesures pour améliorer la gestion des ressources humaines sur les terrains et accélérer les recherches autour d'un vaccin contre la souche Budi-Budio. Vous savez que cette riposte a maintenant 54 jours. Et je devais m'assurer que tous les objectifs que nous avons fixés sont soit atteints, soit en phase d'être atteints. Et je pense qu'il y a aussi un besoin d'adapter à chaque fois, parce qu'une riposte est dynamique, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent, et on doit pouvoir être là pour pouvoir adapter la riposte au moment utile. Je me suis dit, à presque 2 mois de la riposte, il fallait que je sois là à nouveau pour savoir où est-ce qu'on en est. Ma présence est là pour que tout fonctionne comme il faut. Je pense, et je l'ai dit plusieurs fois, cette riposte est d'abord nationale. C'est vraiment notre pays qui doit lui-même d'abord commencer par agir avant d'avoir le soutien des partenaires que nous apprécions beaucoup et que nous souhaitons bien entendu. Cependant, plusieurs piliers sont engagés dans cette riposte. Il y a le pilier des ressources humaines et c'est ce pilier-là dont vous parlez avec des remous. Il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il y a notamment le problème de nous assurer, en tant que responsables, que les listes des personnes que nous avons à payer, ce sont les bonnes listes. Nous devons nous assurer que nous payons ceux qui travaillent. Nous devons nous assurer que ce paiement-là arrive correctement à ces personnes-là. Donc il y a tout un travail qui a été fait et on a eu quelques défis, c'est notamment de changement de liste qui a fait que malheureusement, il y a eu des grognes de certains qui disaient mais moi je ne suis pas payé alors que je travaille. Et d'autres on dit mais où est-ce qu'il travaille alors qu'il est payé. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va régler, mais nous avons des moyens de régler ça. Le premier moyen c'est d'abord de l'organisation elle-même. Nous avons le secrétaire général de la santé qui est à ma gauche, c'est lui qui affecte les gens, c'est lui qui sait qui travaille. Et donc c'est pour cela qu'il est là, pour qu'on s'assure que ceux qui sont affectés, ce sont les personnes du secteur de la santé qui travaillent sous le leadership du secrétaire général. Mais nous avons l'inspecteur général de la santé qui est derrière moi, qui lui contrôle ce qui a été fait pour s'assurer que c'est fait dans les normes. C'est pour ça que j'ai amené et le secrétaire général et l'inspecteur général de la santé. Mais nous avons, au-delà de l'organisation, d'autres moyens qui sont notamment le numérique. C'est-à-dire, nous allons donner une carte de santé à tout le personnel qui travaille. C'est pour ça que nous devons nous assurer du personnel qui travaille. Et cette carte, elle est en même temps une carte de banque
et le paiement se fera donc de manière beaucoup plus fluide. Chacun va recevoir son argent sur sa carte et donc là il n'y a plus d'intermédiaire et donc ce problème sera effectivement réglé. On parle toujours de la maladie à virus Ebola. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a appelé le responsable institutionnel à faire de la confiance du peuple un élément central dans leur communication publique, s'exprimant lors de la conférence de présidents des assemblées provinciales COPAP. Il a insisté sur la nécessité d'adopter un discours qui reflète l'engagement au service de la population et non à la défense d'intérêts personnels ou politiques. Selon lui, la relation de confiance entre les institutions et les citoyens constitue un lien crucial qui doit être préservé à travers des messages transparents, responsables et orientés vers les préoccupations réelles de la population. Je vous propose de les suivre. Dans toutes les communications que nous ferons, que nous tenons compte d'abord du lien de confiance que nous devons toujours avoir avec les peuples. Il ne faut jamais, dans nos communications, donner l'impression qu'on commence à se battre pour nous et non pas pour le peuple qui nous avait élus. Parce que si nous préservons le lien de confiance avec le peuple, lorsque notre ami qui vient de l'Itour, il va aller parler au peuple, il dit « Ebola existe ». Lorsque vous avez des maux de tête, des maux de ventre, allez à l'hôpital. N'allez pas chez les guérisseurs. Pour qu'on les croie, il faut qu'ils maintiennent le lien de confiance. C'est le point crucial dans toute la communication. Je travaille aujourd'hui, par exemple, à renforcer les stations provinciales de la RTNC, partout dans les pays. Parce que nous avons un grand pays, qui est un pays continent. Je nous suggère véritablement, honorable président, si nous gardons la confiance du peuple, quel que soit le sujet, le peuple trouve son compte, le peuple nous accompagnera toujours. Dans notre langage que nous tenons, le langage que nous voulons développer, la communication que nous voulons développer, dans ces contextes, ça ne doit avoir que pour objet le bien du peuple. La campagne de recrutement des 300 jeunes au sein de la police nationale congolaise PNC a été lancée à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Cette initiative vise à renforcer les effectifs de la police et à offrir de nouvelles opportunités d'engagement aux jeunes répondant aux critères requis. Les autorités locales appellent les candidats à participer au processus dans le respect des conditions fixées par la hiérarchie de la police nationale congolaise. Débat a procédé ce vendredi 26 juin 2026 au lancement officiel de l'opération spéciale de recrutement des jeunes civils au sein de la police nationale congolaise. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme de la PNC visant à renforcer les effectifs et à améliorer la sécurité des personnes et de leurs biens. Après le mot de bienvenue du commissaire provincial de la PNC, le coordonnateur national de la cellule de réforme de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, a salué l'engagement et le plaidoyer du gouverneur Christian Kitunga Muteba qui ont permis la concrétisation de ce recrutement spécial dans le Tanganyika. Il a invité les jeunes éligibles à s'enrôler afin de servir la nation. L'activité qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la consolidation de la paix pour le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de la sécurité dans la province du Tanganyika, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA en sigle, et mise en œuvre par l'Organisation internationale des migrations, OIM. La formation ne consiste non seulement à augmenter les effectifs, elle vise surtout à améliorer la qualité des ressources humaines de notre institution afin de bâtir une police capable de répondre efficacement aux attentes légitimes de la population. Excellence, Monsieur le Gouverneur, votre présence à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous avez toujours accordé à la sécurité. Dans son allocution, le gouverneur Kitunga Muteba a rendu hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour avoir répondu favorablement à la demande de recrutement spécial destinée à renforcer la sécurité dans la province avant d'inviter les jeunes de sa province à s'enrôler massivement. Nous allons
rendre hommage, un hommage le plus appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, via son ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Louko, qui, à plusieurs reprises, nous avons toqué à sa porte pour nous permettre de passer au recrutement. Aujourd'hui, la province du Tanganyika va bénéficier de 300 policiers qui seront recrutés pour servir la province du Tanganyika. Ce recrutement qui s'est fait est vraiment spécial parce que les mêmes policiers vont rester avec nous dans la province du Tanganyika. À vous, mes chers jeunes, vous les jeunes, je vous invite à vous inscrire. Je vous invite à participer dans cette police ici. Je vous invite à porter cette tenue. Je vous invite à servir sous les drapeaux pour sécuriser notre population. Ainsi donc, chers participants, chers officiers et officielles, je déclare donc ouvert le recrutement de 300 policiers dans la province du Tanganyika. Je vous remercie. Une campagne de sensibilisation de... Le caucus des sénateurs et députés nationaux d'Ima-Ndombe est monté au créneau pour démentir les accusations faisant état d'une implication de la ministre d'État F. Bazaïba dans un prétendu détournement de l'assistance humanitaire destinée aux populations des Mouchiers. Dans une déclaration publique, les élus de cette province dénoncent des informations qu'ils jugent infondées et appellent la population à préserver l'unité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il invite également les différentes parties à privilégier les dialogues et la sérénité face aux tensions suscitées de par cette affaire. C'est un démenti sous forme de mise au point faite ce jeudi 9 juillet 2026 par le caucus des députés et sénateurs de la province de Mai-Ndombe au sujet des prétendus détournements de l'assistance humanitaire des sinistrés de pluies diluviennes survenues au mois de septembre 2025, imputable à la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi. Nous disons à nos frères et sœurs de Mouchi que la ministre d'État n'a pas détourné l'argent. La ministre d'État a eu 19,3% du budget attendu. La ministre d'État a apporté ce qu'elle pouvait apporter avec ce montant-là. D'ailleurs, au moment où nous parlons, tout n'a pas été distribué. Donc, l'information n'a pas bien circulé et nous tenons à préciser, et nous l'avons demandé, que pour le reste qui n'est pas distribué, que les acteurs, les notables puissent être partie prenante à la définition, à ce que nous avons appelé cahier des charges, pour que personne ne soit oublié parmi ceux qui ont été effectivement concernés par ce malheur. Après la réunion de clarification tenue par la ministre d'État, F. Bazaïba, les parlementaires de Mai-Ndombe appellent la population des Mouchi à privilégier le vivre ensemble et la paix pour le développement harmonieux de leur contrée. Nous voulons la paix dans la province, nous voulons la concorde entre tous les fils et toutes les filles de Mai-Ndombe. Et à Mouchi aussi, il y a beaucoup de communautés, nos leaders politiques qui sont là, ils sont là pour toutes les communautés qui sont là, et nous ne voulons plus vivre la situation de Yumbi maintenant à Mouchi. Cette déclaration du caucus des députés nationaux et sénateurs de Mai-Ndombe vient couper court à toute manipulation et désinformation de l'opinion sur des faits injustement attribués à la ministre d'État, F. Bazaïba Massoudi. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Bon début de week-end chez vous.